Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la papoterie. Ici on parle de tout et de rien, de la vie, de l'anxiété, de l'amour et des amitiés, mais des doutes et du chagrin, mais surtout d'ambition, de projets, de self-care et de toutes ces petites choses qui vont vous aider à décomplexer au quotidien, avec ou sans invité. Enfin bref, on va papoter. Avant de débuter, je vous invite à suivre la page du podcast sur Instagram, lapapoterie.podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un message privé pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, réagir ou bien proposer de nouveaux thèmes à venir. Je suis à votre écoute. Bonjour Dorian. Et bonjour Abigail. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs ? Oui, Dorian, du coup j'ai 32 ans, je vis à Lyon mais je suis originaire du Sud. Je suis né à Toulouse et j'ai grandi entre Aix et Marseille. Et actuellement, je bosse dans une agence de publicité à Lyon, Supernatif, où je suis responsable de tout le community management, après être passé par le milieu artistique et culturel, notamment au Musée des Confluences, et avoir fait de la communication corporate aussi pour le groupe Apicil. Très star. Voilà, parcours éclectique. C'est clair. Du coup, aujourd'hui, on est là pour parler un peu du rapport à la famille, comment on s'émancipe de nos parents en grandissant, quand on quitte le nid, tout ça, mais aussi un petit peu pour déballer ces traumas et comment on se construit en tant qu'adulte après des traumas. Donc, en gros, ça va se diviser en 3 parties. Donc déjà, la première, il y aura un peu l'importance justement des relations familiales, Ouais. en gros, dans l'enfance, justement les souvenirs, les mauvais souvenirs. Et du coup, en deuxième partie, ce sera plus l'émancipation et le départ du foyer, justement, que c'est normal, mais les défis aussi après que quand tu arrives dans la vie. Ok. Et du coup, en partie 3, les traumas liés Très à bien. la famille. Donc bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Toi, si jamais tu devais un peu décrire ton enfance, en gros, l'influence qu'a eu ta famille dans ton enfance, donc voilà, de la maternelle jusqu'au lycée, quoi. Comme tout le monde, je dirais que la famille a forcément beaucoup d'influence. Généralement, on dit que c'est de 0 à 3 ans qu'il y a pas mal de choses qui se jouent. Moi, j'ai eu la chance, en fait, parce que déjà, je suis le fruit d'un couple qui s'aimait assez fort pour avoir le désir d'avoir un enfant, en fait. Et qui m'a voulu et qui m'a accueilli, en tout cas, comme il fallait. Et que ce soit la grossesse de ma mère, où elle m'en a parlé, ça s'est très bien passé, elle était très heureuse. Ou que ce soit aussi les premières années de ma vie, en fait, ça s'est très bien passé, quoi. En tout cas, dans le couple, c'était bien. Et du coup, moi, en tant qu'enfant, je l'ai bien perçu, bien reçu aussi. Ça m'a aidé à être, je pense, plutôt équilibré à l'heure actuelle et en tout cas plus structuré aussi. À mon avis, c'est ces choses-là qui sont intéressantes. Après, moi, j'ai mon père et ma mère, ils ont 10 ans d'écart à la base. Okay. Et mon père était très actif, il bossait dans la restauration, notamment la nuit. Ma mère, par contre, beaucoup plus jeune, elle m'a eu à 20 ans, et elle a été femme au foyer, tu vois, elle n'a pas fait d'études, elle n'a pas eu le bac. Donc ils avaient déjà une sorte de divergence quand même assez spéciale dans le couple. Et une sorte un peu de, je pense, d'ascendance aussi de mon père sur ma mère, sur tout un tas de choses, ne serait-ce que la voiture ou c'est lui qui paye les factures. Ouais. Donc c'était un peu un schéma à l'ancienne qui n'a pas vraiment laissé place à beaucoup d'épanouissement du côté de ma mère. Ouais. Et donc ça, au bout d'un moment, grandissant, c'est des choses que tu perçois un peu plus, puisque en fait, ta mère en tant que femme dans le couple, petit à petit, commence vraiment à se taper la tête au plafond. Et puis mon père aussi assez volage, pas très fidèle, et en fait faisant de plus en plus sa vie à côté, et du coup laissant ma mère en fait dans notre tout seul à la baraque avec les gosses, quoi. Exactement, tout seul à la baraque avec les gosses. Et puis lui en fait on le voyait quand même, mais c'est toujours le bon côté des choses, quoi. Il avait toujours le bon rôle, etc. Ouais, il était moins là, donc lui il avait les bons côtés, quoi. Voilà. Sympathique. Donc pas mal de divergences, de tensions, et au bout d'un moment ça se perçoit. Donc moi mes parents sont séparés, j'avais 8 ans à l'époque. Okay. Et du coup, quand ils se sont séparés, moi, je ne l'ai pas très bien vécu, normal, surtout qu'à l'époque, contrairement à aujourd'hui, c'était plutôt minoritaire, en fait, par exemple, à l'école, dans une classe, d'avoir des parents séparés. Aujourd'hui, je pense que c'est plus de 50%. Un couple de divorce. Voilà. À l'époque, c'était pas trop le cas. Donc moi, je me rappelle, j'avais pas fait une très bonne année scolaire, etc. Et la maîtresse, tu vois, elle dit, il va quand même passer, vu ce qui se passe, c'est traumatisant, etc. Il passera quand même. Il y a beaucoup d'indulgence, en fait, vis-à-vis des enfants par rapport à ça. Et du coup, ça a pas mal changé de choses. Ça a pas mal changé notre niveau social, notre niveau de vie aussi. Parce que du coup, mon père est parti, payait une pension alimentaire, mais bon, il gardait quand même sa thune pour lui et ça roulait bien. Du coup, toi, tu faisais un week-end sur 2 chez ton père. Voilà, un week-end sur 2. Ce qui était assez long aussi à l'époque, je me rappelle, d'attendre 15 jours en fait.
C'était compliqué, du coup il me manquait, puis je comprenais pas pourquoi en fait je pouvais plus le voir autant comme je voulais. Et puis du coup je remettais pas mal la faute sur ma mère alors que c'était pas vraiment le cas. Bon, un peu complexe, du coup tu commences à te construire différemment vis-à-vis de tes parents à ce moment-là, puisque de toute façon tes parents c'est plus une entité commune. Ça n'avait jamais été trop le cas non plus, hein. Ouais. Mais là c'est vraiment deux personnes à part entière. Puis 8 ans, c'est super jeune, quoi. 8 ans c'est super Franchement, jeune, mais c'est- dis-toi mon frère avait 6. Du coup, pour lui, ça a été encore plus le Big Bang et il a vraiment encore plus mal vécu. Ok. Et toute sa vie, il l'aura mal vécu, en fait. Contrairement à moi, où au bout d'un moment, je suis passé à autre chose. Et en fait, ce qui s'est aussi passé, c'est que ma mère était assez jeune. Elle avait 28 ans, du coup, quand ils se sont séparés. Mm. Et du coup, pas trop d'assises, on va dire, émotionnelles stables ou fortes. Donc, elle s'est vachement reportée sur moi comme une sorte de psy slash confident slash fils. Slash faut que tu t'occupes de ton frère, slash parce que moi en fait faut que je chope du boulot, que je fasse des formations. Donc elle s'est beaucoup bougé le cul à l'époque, mais ça lui a pris énormément de temps et d'énergie, donc il y avait tout un tas de choses à la maison qu'elle ne pouvait plus faire, plus assurer, où elle m'a complètement délégué le truc, quoi. Ouais, t'es devenu un adulte. Voilà, c'est ça. Du coup, tu dois devenir un adulte très rapidement, pas que sur un plan matériel, mais aussi sur un plan émotionnel, véritablement. Et puis où tu endosses la responsabilité d'être un peu le grand frère, mais aussi le tuteur en fait de ton petit frère. Donc moi, ça m'a mis dans une position de responsabilité que j'ai saisie plutôt à bras le corps, parce que je me suis dit, de toute façon, je peux pas faire autrement. Et en fait, à partir de ce moment-là, on va dire que ça vraque un peu ton enfance, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas profiter pleinement de ton enfance comme tout le monde, parce que tu as une sorte de chape de plomb un peu au-dessus de ta tête, quoi, au quotidien, qui pèse et qui est là. Bon, suite à ça, en fait, on a vécu pendant 7 ans seul avec ma mère et mon frère, tous les trois. C'était assez chouette quand même. Ma mère trouvait ses marques en tant que mère monoparentale dans une société où c'était un peu compliqué quand même. Ouais, bah ouais. Mais elle a réussi, elle a tryhard, elle a bien réussi. Tu vois, elle a fait des formations, elle a décroché des jobs, elle a décroché un bon job. Là, à l'heure actuelle, tu vois, elle a un job où normalement, tu as besoin d'un diplôme en Master 2 en droit et en droit du commerce et des entreprises pour l'avoir. Bon, ben en fait, elle l'a eu. Enfin, elle a décroché ces jobs-là par persévérance et par. Elle s'est pas arrêtée. Voilà, elle s'est donné les moyens. Donc, elle nous a toujours aussi montré un bel exemple de même si tu es à niveau zéro, tu peux quand même t'élever, tu peux quand même faire des trucs. Donc, ça, c'était assez chouette. Et puis, moi, du coup, petit à petit, jusqu'à la préadolescence, quoi, jusqu'à mes 13-14 ans, donc c'était l'histoire aussi de quelqu'un qui avait de la responsabilité. J'arrivais quand même à m'amuser un petit peu à côté, mais bon. En tout cas, j'étais vraiment son bras droit, on va dire, entre guillemets. Et on avait un rapport qui était parfois un peu conflictuel, mais plutôt sain, on va dire. Et avec mon frère, on a développé par contre une grosse connexion, on va dire, et une grosse sensibilité commune aussi à ce moment-là, puisqu'on vivait les mêmes choses. Et puis parce qu'on était tout le temps ensemble. Parce qu'en fait, à ce moment-là, tu vois, on a toujours, nous, fait l'école ensemble. Donc on n'était pas dans les mêmes classes parce qu'on avait 2 ans d'écart, mais on était tout le temps en maternelle ensemble, primaire ensemble, collège ensemble, lycée ensemble. Donc toujours les mêmes établissements. Les potes, tu les connais. Moi, j'étais pote avec les grands frères ou les grandes sœurs, et lui, il était pote avec les petits frères ou les petites sœurs. Donc des fois, sur des goûters d'anniversaire ou des booms ou quoi, on se retrouvait. Donc c'était toujours rigolo. Puis quand on partait en vacances, c'était toujours ensemble. Donc on partait pas avec ma mère, mais elle nous envoyait soit avec mon père, soit avec la tante, machin. On était tout le temps ensemble, chez les grands-parents, pareil. Donc grosse connexion. À côté de ça, il y avait mon père, du coup, qu'on voyait de temps en temps, qui s'occupait de nous, mais qui était lui plutôt du style je continue ma vie et quand je vous prends avec moi, en fait, ma vie continue et je vous inclus dedans. Moi, je l'ai bien vécu, j'ai bien apprécié, j'ai trouvé ça chouette de sa part et ça m'a permis de découvrir tout un tas de choses. En fait, c'est assez extraordinaire parce que tu vois, quand j'étais gamin, par exemple, quand on allait avec lui le week-end, en fait, on traînait dans des bars, dans des restos et du coup, j'apprenais une vie tout à fait différente. Normalement, j'aurais pas dû y avoir accès à cet âge-là, mais trop chouette en fait. Ça t'a construit aussi, quoi. Voilà, ça me construit, ça m'a filé pas mal de bases en termes d'adaptabilité et puis d'ouverture d'esprit et de tolérance. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la tolérance. Ah bah, j'étais pas marqué dans mon marronnier. Du coup, tu vois, super chouette. Mon frère, par contre, l'a un peu moins bien vécu parce qu'il était très suiveur, on va dire, tributaire vis-à-vis de ma mère et de l'opinion de ma mère. Et ma mère, en fait, a beaucoup été en opposition et en confrontation avec mon père pendant cette phase d'après-séparation. Et du coup, il y a un truc qu'elle a pas bien géré, je pense, c'est qu'elle a beaucoup critiqué et parlé très négativement de mon père à la maison quand on était tous les trois. Donc, si tu veux, soit tu arrives à avoir un esprit critique et tu dis, bon, bah ok, j'en jugerai par moi-même. Mais mon frère étant plus jeune quand même, et plus dépendant de ma mère, parce que quand ils sont séparés, il avait 6 ans, c'était un baby,
Et pour lui, du coup, il y avait que ma mère. Beaucoup plus compliqué d'avoir cet esprit critique vis-à-vis de mon père. Donc, lui, il aura toujours été, tout au long de sa vie, en confrontation directe avec mon père et en opposition avec mon père. Chose assez compliquée, du coup, qui a quand même joué aussi dans la balance pas mal de choses dont on en reparlera tout à l'heure. Donc, pas évident, tout ça. Et après, deuxième Big Bang, c'est à l'âge de 13-14 ans. Du coup, ma mère s'est mise avec quelqu'un, mon beau-père, qui une personne assez spéciale, avec un passif assez tortueux et chaotique, empreint de violence, etc., qui nous a élevés du coup à partir de la préadolescence jusqu'à ce que je me barre de la maison, et qui est une figure un peu particulière pour moi parce que il m'a autant fait du mal qu'il m'a apporté de bonnes choses, tu vois. Il y a même des fois, je me suis posé la question du syndrome de Stockholm aussi avec cette personne-là, quoi. Tu vois, quelqu'un qui vraiment est capable de te faire énormément de mal, mais en même temps, parce qu'il t'apporte à côté, tu vois, ça annule un peu. Ça annule un peu, annuler, C'est ça, c'est particulier. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je ne serais pas celui que je suis sans lui. Donc moi, j'ai toujours eu l'habitude de dire que j'avais 3 parents. Et ce qui est intéressant chez mes 3 parents, c'est qu'ils sont très différents tous les 3. But ils ont un gros point commun, c'est d'avoir usé de pédagogie noire. Donc la pédagogie noire, c'est en fait quand tu montres tellement de contre-exemples que la personne en face, si elle se dit en fait je vais faire tout l'inverse parce que ça va pas du tout, en fait ça te pousse à faire les choses dans le bon sens. Et du coup moi c'est plutôt comme ça que je me suis construit, du coup plutôt en opposition avec les schémas ou les comportements qu'on me proposait, et avec surtout la farouche volonté de pas reproduire des schémas. Moi je sais que ma mère par exemple a été élevée par mes grands-parents, du coup violent, borderline, maladie mentale, beaucoup de complications, de suicides, de tentatives en tout cas, du coup, hyper hardcore, tu vois, le truc, violence conjugale, etc., mais dans les deux sens, horrible. Et elle a vraiment reproduit ces schémas, tu vois, ces schémas de violence et de chemin tortueux psychologique, quoi. Elle s'est pas dit je vais prendre le contre-coup. C'est vrai qu'il y a souvent 2 schémas quand dans des familles il y a un peu des trucs traumatisants, c'est que soit d'un côté la descendance reproduit vraiment les mêmes erreurs par le trauma générationnel, mais sinon tu as vraiment le contre-coup, du coup, comme toi, ou en mode moi j'ai tellement été torturée et je ne veux jamais reproduire ça, qui fait que chacun sa team, quoi, finalement. Ouais, c'est ça. En fait, pendant longtemps, j'ai aussi pensé que c'était un choix, mais à l'heure actuelle, je suis pas sûr que ce soit véritablement un choix, et je suis pas sûr que ce soit si facile que ça, que de dire il a reproduit ou elle a reproduit les mauvais schémas et en fait c'est de sa faute, il est trop con ou elle est trop conne. Ou en fait il a réussi à ne pas le faire et bien joué, quoi. Ouais, souvent c'est inconscient. Souvent c'est inconscient. Et souvent, tu vois, moi j'ai des traumas évidemment d'enfance, etc. On va revenir dessus, mais ma mère, pour le coup, les traumas qu'elle a, ils sont vraiment puissants et moi, j'y serais jamais confronté, en fait. Et donc, je sais pas comment j'aurais pu réagir à sa place aussi. Je sais pas comment j'aurais fait à sa place. Mais ça, tu vois, c'est vraiment quelque chose de très récent. Ça fait à peine 1 an dans mon esprit que c'est vraiment ce mode de raisonnement par rapport à elle. Puisque jusque-là, j'étais en opposition et j'étais plutôt du style à lui remettre pas mal de choses sur... en mode c'est sa faute, quoi. Et en mode c'est elle qui a foiré le truc, quoi. Il fallait un coupable, quoi. Il me fallait un coupable, ouais. Il fallait un coupable. Ah, mais c'est sûr. Mais en tout cas, il y a les bons et les mauvais souvenirs de l'enfance. Mais c'est vrai que quand il y a des parents qui divorcent, qui se séparent, les enfants sont un peu au milieu, essayent déjà de trouver leur place eux-mêmes, puis du coup, trouver leur place dans la famille, tu comprends pas. Puis quand tu as tes frères et sœurs, toi, du coup, d'un côté, tu prends ton rôle de grand frère, de dire, moi, faut que je le protège, c'est mon petit frère, faut que je l'accompagne. Et c'est vrai qu'il y a jamais, c'est jamais trop facile dans un modèle comme ça, quoi. Mais du coup, alors toi, t'es parti de chez toi, t'avais... Moi, je suis parti, j'avais 19. 19, ouais. Okay. Parce que du coup, là, en fait, en gros, après ton lycée, du coup, c'était à Aix. Ouais, en fait, j'ai fait mon lycée à Aix et je suis parti en 2 temps. C'est-à-dire qu'à 17 ans, j'étais en première. Oui, c'est ça. 17 ans en première, j'ai commencé à partir le week-end. Parce qu'en fait, du coup, à ce moment-là, au moment de l'adolescence, c'était très compliqué entre mon beau-père et ma mère.
Et des fois, ça pétait vraiment et c'était violent, quoi. Ouais. Et du coup, je préférais véritablement éviter la maison plutôt que de prendre des baffes ou de la pression psychologique à ce moment-là. Ouais. Parce que c'était un peu chiant, quoi. Puis j'avais le bac à préparer et tout ça. Mon frère, lui, faisait un peu sa vie de son côté. Il faisait pas mal le mur, tu vois. Il voyait des potes, machin. Et du coup, moi, pareil, en fait, le week-end, je commençais de plus en plus soit à aller chez des potes, soit aller chez ma copine de l'époque, où son père, en fait, qui était lui aussi très spécial, mais en tout cas avec moi, qui était adorable, avait bien conscience, en fait, de ce qui se passait chez moi. Et du coup, me tendait quand même pas mal le perche en mode, bah, viens chez nous, au moins tu passes le week-end à la cool. Ramène tes devoirs en gros si tu veux, histoire qu'on bosse ensemble, tout ça, enfin assez cool. Donc j'ai toujours pu compter aussi rapidement sur des personnes extérieures qui m'ont fait du bien, qui m'ont tendu la main et qui m'ont appris que j'avais une certaine valeur et en tout cas qui m'ont démontré que je pouvais être quelqu'un d'agréable et d'appréciable. Versus à la maison où en gros tout ce qu'on me disait c'était l'inverse, quoi. Parce que j'ai été face à des personnes qui avaient des mal-être existentiels de fou, qui n'arrivaient pas à s'entendre et qui préféraient remettre la faute sur les gamins. Ouais, qui projetaient un peu toutes leurs insécurités et plutôt déjà c'est très bien que toi en tant que enfant, adolescent, tu vois, tu te sois pas genre que t'aies pas cru ces paroles-là, tu vois. Ouais. C'est quand même très rare dans le sens où j'ai une amie à moi, pareil, parents divorcés, tu vois, et puis un père quand même très spécial, mais même si c'était un week-end sur deux, ça clashait à chaque fois, franchement. Et puis tu vois, même aujourd'hui, je sais que dans la construction de sa confiance en elle et de son estime d'elle-même, genre, c'est catastrophique, tu vois. Alors que tout le monde, sa mère, tout le monde lui disait que t'es une meuf super et tout, machin, tu fais tout bien, c'est super. Mais tu vois, elle y croit toujours pas et il y a toujours les paroles de son daron, et puis t'as envie de lui foutre des grosses tartes, quoi, tu vois, t'es là, ta gamine, elle va pas à cause de toi, quoi, tu vois. Ouais, je vois. Mais c'est hyper important justement d'avoir une sphère à côté qui fait que non, t'es pas tout ce qu'on te dit, t'es autre chose et t'as une valeur, quoi. Donc ça c'est hyper important et franchement c'est trop cool que t'aies pu te réfugier un peu là-dedans, quoi. Bah forcément, ouais, le monde extérieur te permet de te réfugier. Le monde intérieur aussi. Moi, je sais que, tu vois, très rapidement, à mes 15 ans, j'ai commencé vraiment un gros travail d'introspection. Je me suis beaucoup posé, en fait, tout seul avec moi-même, en me disant, voilà, en fait, c'est quoi mes valeurs, c'est où que je veux aller, c'est vers quoi que je veux tendre. Et humainement, c'est quoi les relations que je veux tisser avec les gens et c'est quoi les relations que je veux tisser avec le monde. Et moi, je disais toujours, en plus, plus tôt je vais partir, mieux ce sera, parce que quoi qu'il se passe en dehors de la maison, ce sera toujours moins pire, en fait, que ce qui se passe à l'intérieur. Ouais. Et en fait, ça, c'est vrai que ça t'aide quand même à prendre confiance en toi, parce que tu te dis, bon, en fait, juste dehors, ça sera une immense page blanche à remplir et un monde immense à embrasser, trop bien, ce sera toujours mieux qu'ici. Et après, j'avais confiance en moi aussi, parce que je sentais bien, je voyais bien que mes parents qui essayaient de m'imposer une certaine réalité de moi-même, ils étaient complètement fucked up, en fait. Et pour moi, leur parole, elle n'était pas recevable. Et ça faisait déjà des années que leur crédibilité, elle était à zéro, voire en négatif. Ouais. Donc en fait, ce qu'ils pouvaient me dire ou ce qu'ils pouvaient m'imposer ou quoi, je me disais, mais putain, mais cours toujours, en fait. Enfin, c'est pitoyable. Donc en fait, j'ai accordé vraiment pas de crédit. Okay. Ce qui m'a aidé, je pense. Ouais, je pense. Donc ouais, départ en 2 temps. 17 ans une première fois, vraiment la moitié de la semaine, quoi. Et après 19 ans par le biais d'Erasmus. Et en gros, c'est un peu l'histoire que je raconte à tout le monde, mais quand on a eu du coup les destinations Erasmus qui sont ouvertes, qu'on avait le choix, tu vois, moi j'ai pris un compas en fait, et puis j'ai tracé le cercle le plus éloigné possible. Et c'était Alicante, dans le sud de l'Espagne, dans Andalousie, parce que c'était genre 8 à 12 heures de route, je crois, d'Aix-en-Provence. Du coup, tu rentrais pour Noël, je suis rentré pour Noël et c'est tout. Ouais, et encore, bon, tu vois, je voulais pas forcément, mais bon, je l'ai fait quand même. Ok. Mais du coup, pour toi, c'était quoi un peu justement les avantages de devenir indépendant, un peu justement dans ta construction personnelle, justement sur le plan un peu des émotions, de toi, te découvrir toi. Est-ce que l'Erasmus, pour toi, ça a été vraiment un peu genre comme un déclenchement, c'est à partir de ce moment-là? Ouais, forcément. Un tout petit peu avant déjà, parce que j'avais un peu plus d'indépendance, d'autonomie déjà en arrivant à la fac pour mes premières années de fac, donc 18 et 19. Mais ouais, forcément un déclenchement, surtout que quand tu pars en Erasmus, t'es vraiment à l'étranger, donc t'es un peu dos au mur, il y a plein de choses, t'es obligé de faire tout seul, t'es obligé de tisser des liens aussi. Et ouais, moi ça s'est apparenté plutôt à une explosion, quoi. J'avais tellement été contenu en fait dans une bulle faite de non-dits, de violence,
de pression, il faut pas bouger une oreille sinon tu te fais taper dessus, que du coup ça a été plutôt une explosion totale, quoi. Donc je suis parti un peu dans tous les sens et après j'ai mis quand même quelques années à me trouver et quelques années aussi à me calmer et surtout dans mon relationnel aux autres ça n'a pas toujours été évident. Ok. Parce que du coup, assez intense, assez investi, mais très borderline aussi. Et en fait, je me suis rendu compte pendant ces années-là que j'avais été élevé en fait, par des gens complètement borderline et que la réalité de la maison et la réalité de l'humanité qu'on pouvait me montrer à la maison, c'était pas la bonne, quoi. Et qu'en fait, mentir, tricher, mettre la pression aux autres ou esquiver, c'était pas une bonne chose, quoi. Et mine de rien, même si j'avais toujours dit je suis en opposition à ces gens-là, nanani nana, tout ce que je viens de te dire, il y a un moment donné où la réalité te rattrape et où tu te rends compte qu'en fait, t'es beaucoup plus comme eux que ce que tu ne voudrais bien l'admettre, quoi. Ouais. Et donc ça a été quand même le cas, je pense, enfin tu vois, jusqu'à mes 24-25 ans, donc ça a duré, hein. Ouais, déjà, il y a des gens qui s'en rendent compte bien plus tard. Hein. Oui. Moi, je sais que mon père, par exemple, s'est toujours pas rendu compte que, genre, en gros, tu vois, genre, par exemple, ses parents, son père ne lui a jamais dit je t'aime. Tu sais, genre, c'était métro, boulot, dodo. Il avait très peu le temps pour ses enfants. Il avait 10 ans d'écart avec son frère. Et, genre, aujourd'hui, il se rend toujours pas compte que, et en fait, genre, il laisse qu'il critique, tu vois. Ok. Genre en mode ouais, tu dis jamais je t'aime à tes gosses, ou même t'as jamais dit je t'aime, ou genre je suis fier de toi, ou féliciter ton gamin, tu vois, genre qui justement cherche un peu à se trouver et tout. Puis ouais, même si tu vois il est pas détaché, qui s'en fout pas, mais il sait juste pas faire, tu vois. Mais du coup il y a des gens qui, voilà, j'en perds ma voix, qui s'en rendent même pas compte tout de suite. Et du coup, en fait, d'un côté, toi, tu dis que c'est tard que ce soit 24-25. Mais finalement, en vrai, je trouve pas si tard que ça, tu vois. J'avoue. C'est vraiment peut-être jamais, tu vois. Oui, c'est vrai aussi. Donc, franchement, GG à toi. Merci. Et ouais, du coup, toi, quand justement t'es parti en Erasmus, est-ce que, du coup, t'oubliais un peu, sans oublier, tu vois, ta famille, mais est-ce que t'as un peu oublié tout ce qui s'était passé là-bas, les gens là-bas, tu étais encore en contact, ou justement tu t'es construit une autre vie vraiment là-bas? C'était... Moi je me suis carrément construit une autre vie là-bas, surtout que moi quand j'étais en Erasmus, j'allais pas trop en cours, en fait j'avais trouvé un job dans un bar qui faisait boîte de nuit. Et du coup j'ai bossé la nuit, tu vois, pendant 1 an en fait, avec drogue et alcool, tout ce qui va avec. Donc en fait le but c'était aussi, il y avait une explosion certes, mais le but aussi c'était vraiment de couper total, tu vois, et de s'anesthésier d'une certaine manière pendant une période donnée pour vraiment, mettre une grosse rupture, une bonne distance aussi, et 2, pour faire une sorte de reset un peu aussi avec tout ce que j'avais pu être avant, et pas tant me construire en fait. L'enjeu de cette année-là, c'était pas tant de me construire, c'était plutôt de me détruire véritablement, pour mieux se reconstruire après, et en tout cas pour m'accorder aussi cette phase de liberté intense et destructrice qui oui, en fait, comme dans tout travail, est, je pense, bénéfique à terme, quoi. C'est sûr. Et du coup, t'es rentré 1 an plus tard, et du coup, t'es parti ailleurs? Je suis rentré 1 an plus tard, et je suis rentré à Aix-en-Provence, et en fait, je me suis dit, putain, en fait, les choses n'ont pas vraiment évolué ici, ni chez mes potes, ni dans ma famille, quoi. Et du coup, j'ai fait mon année scolaire, ma L3 à Aix, puis après, je me suis barré à Lyon. Et je me suis dit, bon, de toute façon, déjà, pour le professionnel, ce sera beaucoup plus facile dans une ville comme Lyon pour trouver des choses. Et puis, j'ai besoin de rebouger, et puis j'ai besoin d'aller dans une plus grande ville, parce qu'Aix-en-Provence, c'est quand même assez petit, même si j'étais pas mal à Marseille à l'époque aussi. Bref, c'est toujours un peu dans les mêmes cercles, etc. Donc, c'était un peu lourd, quoi. Ouais, bon, t'as bien fait. Parce que sinon, ce serait jamais connu. Exactement. Et du coup, est-ce que tu as rencontré des gens dans ta vie qui t'ont fait un peu, en dehors de ta cellule familiale, qui justement un peu t'ont fait prendre confiance en toi? Est-ce que pour toi, en fait, dans ton développement, ça a été aussi des rencontres? Et si oui, qui? Dans les rencontres, il y a 2 types, c'est sûr, hein. Il y a les amis déjà, et puis il y a les petites copines aussi. J'ai eu pas mal toute ma vingtaine, j'ai eu beaucoup de relations différentes, mais toujours des relations avec des sentiments, et qui sont espacées. Ça a duré soit quelques mois, soit parfois même quelques années. Et du coup, ça a beaucoup aidé. Dans les personnes qui m'ont vraiment aidé à prendre confiance, tu vois, il y a mon meilleur ami, Gabriel, que j'ai rencontré au lycée, qui m'a vraiment apporté beaucoup
qui m'a enseigné la liberté, en fait. La liberté d'être qui je voulais, dire ce que je voulais, d'écouter ce que je voulais, de faire ce que je voulais. Et qui m'a enseigné aussi la confiance en soi. Lui, il en avait une énorme à l'époque. Mon premier amour aussi, Sarah, qui du coup, ben, tu vois, c'est la construction de l'amour, des sentiments, etc. Donc trop bien, ça t'aide aussi à avoir confiance en toi. Et notamment son père aussi, qui était un personnage vraiment atypique, pardon, qui m'a beaucoup aidé là-dessus. Après, d'autres personnages marquants, mon frère, on va y revenir, mais mon frère, tu vois, mon petit frère, m'a beaucoup aidé là-dessus parce que lui, à un moment donné où confiance en lui, il l'avait sans l'avoir, mais en tout cas, il l'a démontré bien et il m'a, je pense, appris à m'affranchir plus facilement de pas mal de codes. Okay, ouais. Chose que lui, c'était assez naturel pour lui de le faire. Notamment parce qu'il était homosexuel. Donc je pense qu'en fait, très rapidement, il s'est dit, de toute façon, je ne suis pas dans un code précis. Moi, je rentre pas dans la case. Voilà, je rentre pas dans la case. Donc ça m'a aidé aussi, moi, à m'affranchir de pas mal de codes. Et puis mon autre meilleur ami aussi, Florian, que j'ai rencontré en Erasmus justement à l'époque, qui est pareil, un mec bourré de confiance en lui et qui, tu vois, ne pâlit pas de sa présence sur Terre, quoi. Lui m'a beaucoup enseigné ça aussi. C'est-à-dire, ben, t'es qui tu es, et en fait, personne n'a rien à te dire, tu vois, tant que tu respectes les autres. Ouais. Non, puis même, je trouve que justement, il y a ces gens que tu rencontres qui vont justement te permettre de, toi, te construire en tant que personne. Mais justement, je trouve que, moi, je sais que j'ai rencontré des gens, d'un côté, un peu comme tu dis, tu vois, qui te détruisent, et que toi, après, tu te reconstruis. Et je trouve que même une expérience négative ou une rencontre négative, finalement, ça apporte du positif après, parce que c'est des que tu reproduis pas, que voilà, tu apprends un peu, puis tu vois les red flags ensuite. Oui, mais c'est du ça coup, aussi. ouais, après, il y a vraiment du coup la famille qu'on choisit, hein, les amis qui font vraiment toute leur diff dans la vingtaine et à partir du lycée, quoi. Donc, franchement, pas mal. On rentre dans la partie 3, les traumatismes, du coup. Toi, comment un peu comment justement tu t'es dit ok, il y a des traumas, ok, je capte que en fait ça, c'était pas normal, et comment du coup tu t'es dit ça peut être une des raisons qui fait que là aujourd'hui je vais pas bien dans ma vie, ou cet aspect de ma vie il est pas ouf. Genre, j'ai qu'un exemple, tu vois, mais par exemple, moi j'ai une de mes potes qui a toujours eu des relations hyper conflictuelles avec son père, et que ça se reproduit de ouf dans toutes ses relations, et que ça pose problème à chaque fois. Et elle a dû bien les enchaîner pour comprendre avant, tu vois, de par exemple aller consulter quelqu'un ou vraiment travailler sur ses traumas et qu'elle comprenne un peu par des exercices et de la discussion, quoi. Ben, je pense que le trauma, tu l'identifies quand, dans une situation donnée, vraiment, ça t'impacte, quoi. Et tu sens que ton intégrité, elle est touchée, quoi. Que ce soit ton intégrité physique ou psychique. Donc, évidemment, un attouchement, un viol, où tu te fais bastonner par tes parents, c'est un trauma qui se comprend très rapidement. Parce que ton intégrité physique est touchée. Moi, j'ai eu la chance de ne pas connaître ça. En revanche, ça a été des traumas psychiques, dans le sens où j'ai beaucoup été sous pression, notamment de mon beau-père, de la pression psychologique super forte, de la violence verbale. En fait, c'est de la violence verbale et psychologique. Et ça, en fait, c'est difficile de se dire est-ce que c'est normal ou pas. Et comme je te disais tout à l'heure, il y a des fois des choses que lui m'a fait vivre, que j'ai reproduit ensuite après, en me disant c'était normal, c'est un mode de fonctionnement entre humains, quoi. J'ai envie d'obtenir telle chose de telle personne, je vais lui mettre la pression psychologique jusqu'à ce qu'elle craque ou jusqu'à ce qu'il craque. En fait, non, c'est pas OK du tout, quoi. Et en fait, donc moi, certains traumas, je les ai eus un peu en négatif, dans le sens où, une fois que j'ai reproduit le schéma, j'ai vu le mal que ça pouvait causer sur une autre personne et non plus sur moi. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok. Là, en fait, le processus, c'était vraiment pas bon. C'était quelque chose de traumatisant. Et du coup, par extension, ce que j'ai vécu moi, ça a été aussi traumatisant. Donc, c'est aussi comme ça que j'ai compris certains traumas. Et après, d'autres, parce que c'est inhérent, en fait. Tu le sens au plus profond de ton âme et dans ton cœur qu'en fait, il y a un moment donné où ça va pas. Et c'est pas cool. Après, quand tu as aussi des tentatives de suicide dans ta famille... quand t'as des parents absents sur des moments où il faut qu'ils soient là, ou des phrases assassines aussi, hein. Moi, mes traumas, c'est plus aussi sur des phrases assassines, tu vois.
sur des absences, quoi. T'as lâché des trucs dans la gueule et c'est resté et tu les as. Ouais, c'est des ça, choses ouais. que t'as encore en tête ou justement t'as fait un travail sur toi qui fait que. Ouais, moi j'ai fait un gros travail et j'ai fait un gros travail surtout parce que j'ai vécu quelque chose d'assez hardcore là il y a 5 ans bientôt qui a forcément renversé la donne. Mais oui, pendant longtemps ça a été compliqué. Tu vois, quand tu te dis par exemple que ta mère t'es pas vraiment, que t'es sa préoccupation numéro un dans le sens où elle a envie de se défouler sur toi par rapport à toute sa vie, mais en même temps que t'es sa dernière des préoccupations sur tout le reste. Tu dis en fait si ma mère ne me considère pas ou si je l'agace parce que tout le temps elle m'a rabâché t'es l'intello de la famille tout ça parce que j'allais à la fac tu vois qu'elle n'avait pas le bac, pourquoi en fait aux yeux et auprès des autres je serais plus ou je serais je sais pas où est-ce que pourquoi j'aurais une valeur en fait aux yeux des autres quoi alors qu'aux yeux de ma mère j'en ai pas. Donc ça c'est trop bizarre tu vois. Après il faut s'affranchir aussi la vision de ses parents etc mais pas évident non plus. Et après, oui, moi j'ai travaillé là-dessus. En fait, il y a 5 ans, j'ai perdu mon frère. Et du coup, si tu veux, mon frère, c'est aussi sa disparition, c'est vraiment le résultat. Pour moi, hein, en partie, c'est quand même le résultat collectif d'un fiasco familial où on a ma mère, mon beau-père, mon père et moi une part de responsabilité à prendre tous. Puisque c'était la personne la plus fragile émotionnellement parlant de la famille, et qu'il y a des choses qui n'ont pas été digérées, il y a des traumas qui n'ont pas été digérés, et que lui, il y a eu des refuges dans beaucoup de sorties, beaucoup d'excès, beaucoup de travail, beaucoup de stress, beaucoup de choses, et il n'était pas, on va dire, stable émotionnellement, et mes parents ne l'ont pas aidé, en fait. Mes parents, c'est pour moi, après, je ne sais pas s'ils vont entendre ce podcast ou pas, mais... C'est quelque chose qu'ils m'ont dit rapidement, quelques heures après qu'ils soient partis. Ils m'ont dit, en fait, en tant que parent, on a échoué, quoi. Et je leur ai dit, mais oui, vous avez échoué. Vous avez échoué à le maintenir en vie alors que votre descendance doit vous survivre. Et en plus, vous avez échoué à le préserver, quoi. C'est le rôle d'un parent d'accompagner et de savoir voir. C'est quand ça va pas. Et si tu veux, ma mère, sa politique, elle, c'était clairement de le maintenir sous sa coupe le plus possible et le plus longtemps possible. Ils étaient dans une relation d'interdépendance hyper violente, en fait. Donc ça allait pas et donc ça l'a pas aidé. Et forcément ce trauma t'es obligé en fait si tu veux aller de l'avant quand même et ne serait-ce qu'aussi pour rendre hommage à la personne de te re-questionner, de te rebooter, de prendre les choses à bras le corps et d'essayer d'aller dans le bon sens quoi. Qui continue de vivre avec toi et que tu t'arrêtes pas là-dessus quoi. Non. Même si bon on imagine bien que c'est quelque chose de archi traumatisant et que même je pense énormément de gens ne s'en relèvent jamais et même si voilà on apprend à vivre avec ouais c'est ça hein. C'est comme ça quoi. Moi ce qui m'a vraiment marqué c'est que toutes les phrases bateau tu vois le temps fait son œuvre on apprend à vivre avec si tu tue pas te rend plus fort etc elles marchent elles fonctionnent c'est pour ça qu'elles sont là hein, ces phrases là en fait mais vraiment ouais c'est pendant quelques semaines quelques mois même c'était vraiment la sensation d'être sorti de mon corps et d'avoir perdu un membre, pas que de ma famille, mais un membre à part entière. C'est ça. Et aussi à l'époque, tu vois, et ça c'est assez drôle parce que ces derniers temps, il y a un nouveau changement en moi. C'est qu'à l'époque, en fait, quand mon frère est parti, je me suis dit, bon, il y a toute une intimité qui est mon enfance qui part avec lui. Parce qu'avec qui maintenant je vais pouvoir parler de mon enfance? Ma mère et mon père sont tellement traumatisés, et on peut les comprendre pour le coup, ne veulent plus aborder ces sujets-là avec moi. Ma mère, de toute façon, ça fait 3 ans qu'on se parle plus. Mon père, on se voit 2 fois par an, on se parle pas mal, mais il y a des sujets qu'il esquive parce que c'est trop lourd pour lui, trop dur pour lui. Donc en fait, avec qui je vais pouvoir en parler quoi? Parce que moi, j'ai plus de potes de l'époque, tu vois, j'ai plus de potes d'enfance, etc. Et donc en fait, mes souvenirs, je les ai là. Tu les partages qu'avec toi, enfin, t'en parles du moins avec personne. Ouais. Tu racontes aux gens, tu vois, ton enfance, mais t'as pas le « oh putain, tu te rappelles quand ?» tu vois. Voilà, c'est ça. Et tu perds ce truc-là. Et du coup, moi, ça fait un peu moins d'1 an, là, je suis avec quelqu'un, et cette personne a aussi des patterns communs avec ça. Et en fait, c'est rigolo, parce qu'on a inventé un langage aussi où on arrive à parler de ça, et ça arrive à nous raviver un peu l'âme d'enfant qu'on avait au fond de nous à ces moments-là, et que moi que j'avais véritablement pensé enterrer quoi. Déjà que très jeune j'ai dû être adulte à l'âge de 8 ans tu vois, il a fallu que je sois adulte. Du coup après j'ai jamais eu de comportement
apparentés à ceux de l'enfant, en fait, qui sont en plus des comportements, je pense, très sains pour tout un chacun, toute nos vies, quoi. On connaît tous ce pote enfin, ouais, ce pote ou cette pote qui, des fois, prend une voix de gamin ou de gamine ou tape sa crise pour rigoler pendant l'apéro, mais c'est ça, en fait, c'est mignon. Et ça a sa place, je pense, dans un équilibre psychique et émotionnel. Et moi, ça n'avait jamais été le cas, tu vois. C'était toujours, en fait, soit gravité et sérieux, soit déglingue et destruction. Donc, en fait, il n'y avait pas vraiment de demi-mesure. Et il n'y avait pas trop de douceur non plus. Ouais. Et toute ma vingtaine, il n'y a jamais eu de douceur. Enfin, très rarement. Et qu'est-ce qui fait que du coup c'est quand tu as rencontré cette personne ou que tu as un peu réussi justement un peu renouer avec un peu ton enfant intérieur puis retrouver un peu la douceur, c'est quelque chose qui est passé par l'amour Ouais, des gens clairement, que tu ouais. as rencontrés? Ouais, clairement. Bah, parce que je pense que de toute façon, les grandes choses passent par l'amour aussi, du coup, parce qu'on a tous besoin d'être aimés, en fait. On a tous besoin aussi de savoir qu'on est aimé. Et c'est ça qui est important, ça qui est intéressant. Tu vois, je fais une petite digression, c'est trop drôle parce que justement avec elle, Mathilde, donc, on a regardé une série il y a pas longtemps qui s'appelle Bodies, que je recommande à tout le monde, qui est sur Netflix, qui est assez ouf. Okay. Et en fait, le pitch, c'est ça, quoi. C'est que tu suis en fait sur plusieurs générations un personnage qui est un dictateur en puissance et qui a pour mantra, en fait, souviens-toi que tu es aimé. Et qui, lui, en fait, déraille. Pas trop spoiler non plus, mais déraille parce que justement il n'y a pas ce truc là, il n'a pas eu ce truc là, tu vois, de se souvenir qu'il aimait, il n'a pas eu ce truc là, quoi. Okay, et donc c'est important, ouais. Donc les choses, pour moi les choses importantes passent par l'amour, et aussi parce que depuis 5 ans que j'ai perdu mon frère, je suis en thérapie et que j'évolue et que je prends conscience de certaines choses et que là j'arrive, tu vois, à bientôt 33 ans et que du coup dans la vie je trouve qu'il y a des moments où tu sens qu'il y a des tournants et là je sens que c'est un tournant, donc je suis très content aussi qu'il soit pris dans ce sens là, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, là, tu disais que tu étais en thérapie, je rebondis là-dessus. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes ou pour toi, ça a été vraiment nécessaire? C'est quelque chose qui t'a beaucoup aidé ou c'était comment toi tu vois la chose Moi, c'était obligatoire, hein. Franchement, quand j'ai perdu mon frère, tu vois, c'est sûr que c'était pour moi obligatoire qu'une fois à la phase administrative, terre à terre. Tu y allais toi-même justement voir un thérapeute? Okay. Ah oui, obligé. En fait, je pouvais pas, vivre avec ça tout seul. C'est pas viable. Et en parler à ses potes, c'est pas viable non plus. En parler avec la personne avec qui c'était, c'est pas viable non plus. Parce qu'en fait, tu fais peser aussi sur les autres une certaine responsabilité. Et c'est pas cool, quoi. En fait, c'est pas comme ça que tu vas t'en sortir, je pense. Et quand t'as la chance de pouvoir aller voir quelqu'un, de consulter, c'est quand même le mieux. Je pense plus généralement que tout le monde devrait y aller au moins une fois par an, tu vois, 1 ou 2 fois par an, comme chez le dentiste. Et que c'est une sorte d'hygiène, hein, c'est une hygiène psychique aussi. Ça passe par l'intérieur. Hein. Parce que tous les jours, on en emmagasine des choses. Même si on a la belle vie, on emmagasine des choses. Et on n'est jamais ses meilleurs juges. Et on n'est jamais les plus à même aussi de savoir s'évaluer ou rechallenger nos trajectoires ou dans le sens qu'on prend dans nos raisonnements aussi. Ouais. Donc en fait, confier son intimité psychique à un tiers qui en plus est formé pour ça, c'est son métier, parce qu'au bout d'un moment tu te rends bien compte que le thérapeute il a des techniques et qu'il est trop fort et que c'est vraiment technique le travail qu'il fait avec toi, c'est plus que bénéfique, parce qu'en fait il y a des choses où en fait il va te présenter des situations sous un angle différent, il va vraiment te retourner la table et du coup toi tu vas te rechallenger, te re-questionner, tu vas te faire ah ouais en fait à l'époque j'ai dit ou j'ai pensé ça, mais peut-être que c'était pas du tout ça la vérité. Moi, ça a été ma vérité à ce moment-là, et et c'était la vérité encore pendant tout ce temps-là. Mais en fait, c'est pas forcément ça la vérité. D'autant plus qu'on est tous différents et que chacun a sa propre vérité. Ouais. Chacun interprète. Et puis c'est ça aussi. Se fait sa vision, sa version, quoi. C'est ça. Et du coup, je rebondis sur ce que tu disais. Donc aujourd'hui, tu parles plus à ta maman. Non. Tu vois quelquefois ton père. Oui. Est-ce que c'est des choses que tu as décidé que, en gros, comment dire, en gros, tu t'es dit, moi, en tant qu'adulte, pour être bien dans ma tête, c'était quelque chose que tu avais besoin, justement, de couper ce contact, ou c'est quelque chose qui s'est fait plus ou moins naturellement Ouais, moi, en tant qu'adulte, j'avais besoin d'avoir peu de contact avec eux. Néanmoins, il y en avait quand même. Mais après, on va dire que les choses ont quand même pas mal changé quand on a perdu mon frère. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, mes parents m'ont quand même dit Do, tu nous fais beaucoup trop penser à Alexandre, ta voix au téléphone, tes mimiques, comment tu parles, ce que tu penses, etc. Et pour nous, ça nous est insupportable.
On ne peut pas, on Ah est oui. désolé, tu es là, tu restes en vie, mais nous, on l'a perdu, on est mort à l'intérieur. On ne peut pas continuer de supporter ni ta présence, ni te voir, en fait, tout simplement. Et du coup, tu culpabilisais de ouf, non? Enfin, t'as pas eu Non, une culpabilité de... Genre, je sais pas, que du coup, que ton frère soit parti et que toi, tu t'es dit, bon, bah, du coup, moi, je pars aussi d'une certaine manière et où mes parents, finalement, ouais, je leur fais trop penser à lui, mais du coup, moi, je suis plus moi. Tu t'es pas un peu questionné là-dessus? ouais, si, carrément, mais bon, comme j'avais déjà fait un gros travail aussi sur Mm. moi, j'avais confiance en moi quand même, je sais qui je suis, je me suis pas défini par rapport à mes parents non plus, ça fait bien, enfin, ouais, tu vois, Mm. là-dessus, comme on dit au début, je me suis jamais trop défini par rapport à mes parents, Ouais. donc ça, heureusement, ça m'a aidé d'avoir déjà eu ce chemin de maturité plus tôt. Et j'étais déjà bien dans ma vie, en fait, je savais ce que je veux aller, etc. Donc, non, je dirais que même au-delà, j'ai été en empathie plus avec eux en me disant, ok, si j'étais à leur place, est-ce que je ferais pas la même chose, quoi? Est-ce que je peux pas les comprendre? Du coup, avec ma mère, ça s'est terminé. C'est pas terminé très très bien, mais bon, pas de news depuis 3 ans. Et mon père, bah, je te dis, après, quand on peut, on se voit. On s'appelle quand même souvent, mais c'est vrai que voilà, il y a des sujets qu'on n'aborde plus maintenant. Ouais. Parce que C'est ça trop le lourd. flingue et c'est trop lourd. Et je peux comprendre aussi en vrai, hein. Moi, Mm. j'ai perdu mon frère, c'est horrible. Mm. Mais eux, ils ont perdu leur enfant. Et tant qu'on n'en a pas et qu'on n'en perd pas, on ne sait pas ce que ça peut produire aussi. Ouais. On n'imagine pas Mm. la douleur, quoi. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Bah, avec C'était grand très cool. plaisir. Et Donc, si j'ai un message aussi à nos auditeurs, oui, voilà. c'est de croire en eux, de jamais hésiter aussi à se challenger avec l'introspection et à apprendre ce qu'il y a à apprendre aussi dans toutes les relations humaines possibles. Comme tu disais tout à l'heure, dans les bonnes, mais aussi comme dans les moins bonnes. Ouais. Et à surtout, le plus important, en fait, c'est de continuer avec ses valeurs, quoi. Mm. C'est d'avoir des valeurs et de continuer avec. Bah ça, c'est vraiment le mot de la fin. Voilà. Pépite. Merci Bah Abby. écoute, C'est trop avec chouette. plaisir, quand Yes. tu veux. Et écoute, si jamais les gens venaient en DM Insta, je les transmettrai à dos. Et puis, merci Dorian. Et puis après, je ferai la petite outro au montage, quoi. Ça marche. Mais trop cool, merci. Chouette. Merci à toi. Ciao, ciao.